Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Tonight. Au sommaire de ce journal, le PASTEF annonce une plainte pour tentative d'assassinat contre Ousmane Sonko. L'opposant sénégalais et leader du parti aurait reçu du gaz lacrymogène le 16 mars alors qu'il se rendait au tribunal de Dakar. Depuis, son état de santé se serait fortement dégradé, nécessitant potentiellement une évacuation hors du pays. Le Parlement angolais approuve l'envoi d'un contingent de près de 500 soldats à l'est de la République démocratique du Congo en proie au combat. Décision actée après l'échec du cessez-le-feu que Luanda avait contribué à négocier entre les rebelles et les forces pro-gouvernementales. La Basket Africa League, première victoire de l'AS Douane du Sénégal qui l'a emporté face au Stade malien par 74 points à 58. C'est Kamel Feki, là aussi un proche du chef de l'État, qui est le nouveau ministre de l'Intérieur en Tunisie, succédant à Taoufik Charfeddine. Kamel Feki est un ancien cadre du ministère des Finances. Il occupe par ailleurs le poste de préfet de Tunis depuis fin 2021. Son arrivée à la tête du ministère de l'Intérieur intervient après la démission de Taoufik Charfeddine, annonce faite ce vendredi lors d'une conférence de presse affirmant vouloir se consacrer à sa famille. Taoufik Charfeddine, 54 ans, était en poste depuis octobre 2021. Il était l'un des bras droits du président de la République, Kais Saied, de plus en plus contesté. Le désormais ancien ministre de l'Intérieur a joué un rôle de premier plan dans la mise en place du nouveau système hyper-présidentialiste. Au Sénégal, le parti d'opposition, le PASTEF, déplore une dégradation de l'état de santé de son leader, Ousmane Sonko. L'opposant aurait été brutalisé ce 16 mars alors qu'il était en route pour le tribunal, répondant ainsi à la convocation de la justice. Ousmane Sonko aurait, entre autres, reçu du gaz lacrymogène lors de ce trajet. Son parti, le PASTEF, annonce une plainte pour tentative d'assassinat. Ousmane Sonko, candidat déclaré au scrutin présidentiel de 2024 et fervent opposant au président sortant Macky Sall, est inculpé pour viol et est placé sous contrôle judiciaire. La défense dénonce depuis le début de cette affaire en 2021 une machination orchestrée par l'actuel chef de l'État. Sur cette plainte du parti, je vous propose d'écouter Bassirou Diomaye Faye, deuxième vice-président du PASTEF. À chaque fois que le président Ousmane Sonko est convoqué, c'est le prétexte de s'en prendre physiquement à lui. Et cela a connu son comble le 16 mars avec une tentative d'assassinat sur fond d'empoisonnement, il faut le dire. Le comble du banditisme d'État ressort de la bouche même de ses ministres. Après le ministre de la Justice, qui a déjà condamné le président Ousmane Sonko pour diffamation en ignorant royalement sa présomption d'innocence, c'est au tour du ministre de la Communication, M. Moussa Bokar Thiam, qui a dit que le président Ousmane Sonko sera condamné. Voilà donc un citoyen qui va en justice avec ses avocats, ses moyens de défense, qui est déjà condamné et le verdict est livré aux populations avant la tenue du procès par les ministres mêmes qui siègent à la même table que le président de la République au Conseil des ministres. Voilà pourquoi il est du devoir de tous les patriotes de résister face à cette oppression, face à cette commande politique, face à une justice couchée qui joue au bras armé dans toute tentative de liquidation des adversaires politiques. Barthélémy Dias s'est rendu au chevet d'Ousmane Sonko, hospitalisé dans une clinique de Dakar. Le maire de la capitale exige l'évacuation sanitaire du leader du PASTEF vers l'étranger. Écoutez Barthélémy Dias, le maire de Dakar. Nous exigeons que Ousmane Sonko aille se soigner à l'extérieur parce qu'il en a le droit. Il a le devoir d'aller se soigner et celui que je viens de rencontrer n'est pas dans un état qui puisse rassurer. Je préfère ne pas parler de l'état dans lequel je l'ai vu
mais je dis que ce n'est pas du tout rassurant. Ousmane doit aujourd'hui être évacué, il doit aller se soigner. Et ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait à Ousmane, ils se connaissent. Je crois qu'ils ont la responsabilité de laisser Ousmane aller se soigner. Dans le cas contraire, je demande à la jeunesse sénégalaise de se mobiliser et de reprendre ses responsabilités. Parce que ce pays-là, il n'est plus question de se mettre ici à attendre qu'une solution tombe du ciel. Il n'y aura aucune solution qui tombera du ciel. Les Sénégalais, particulièrement cette jeunesse, doivent comprendre aujourd'hui que l'heure de la mobilisation a sonné et l'heure de la résistance a sonné. Et quant à Ousmane, je demande à tous les Sénégalais de prier pour lui, parce que je suis un expert des manifestations politiques, je suis un expert des combats de rue, mais ce qu'on a gazé comme produit à Ousmane Sonko, ce ne sont pas des lacrymogènes. En République démocratique du Congo, les combats font toujours rage à l'Est, alors que l'Angola, qui assure la médiation dans la crise, avait annoncé un cessez-le-feu censé être actif depuis le 7 mars. Les affrontements se poursuivent entre les forces armées pro-gouvernementales et les rebelles du M23. Des affrontements qui, comme à chaque fois, provoquent le départ de nombreux habitants de la région. Face à la gravité de la situation, l'Angola approuve officiellement l'envoi d'un contingent militaire dans la partie est de la RDC. Laetitia Mebenga. La présidente de l'Assemblée nationale angolaise, Carolina Seikera, et son Parlement ont voté à l'unanimité le déploiement d'un contingent de 400 à 500 soldats dans le Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. N'ayant pas de mandat offensif, les troupes angolaises rejoindront les forces armées kenyanes, burundaises, ougandaises et d'autres, déployées pour stabiliser les zones en proie à la violence dans l'est de la RDC. Il est à noter que nous avons des forces armées puissantes. Les FARDC, ce sont des forces puissantes, mais qui ne sont pas très bien coordonnées et qui méritent un investissement conséquent, ce qui n'est pas fait. Il faudrait investir dans nos forces armées parce que, en ce qui concerne la sécurité, nous ne pouvons pas léguer notre sécurité aux mains des autres nations ou aux mains des autres forces. Voilà, nous avons la force onusienne qui est au Congo depuis plus de 20 ans, mais les massacres ont duré pendant toutes ces périodes-là, avec la présence de la mission onusienne. Les rebelles du M23 et les troupes gouvernementales congolaises se sont mutuellement accusés d'avoir rompu le cessez-le-feu qui avait débuté mardi 7 mars 2023. La trêve était pourtant l'une des conclusions du sommet de Luanda qui réunissait la RDC et le Rwanda autour des confrontations meurtrières dans l'est de la RDC, plus précisément dans le Nord Kivu. Selon l'ONU, le conflit aurait forcé 300 000 personnes à quitter leur foyer au mois de février 2023. Les Nations Unies appellent à la reprise des négociations pour fin des hostilités dans le Nord Kivu. La question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo ne peut être résolue que par les Congolais eux-mêmes et nous devons les comprendre aujourd'hui. Et cela passe par la réforme de notre armée, la réforme de notre système sécuritaire, la réforme de notre social, la réforme du social des Congolais, mais également par les programmes de réinsertion et de réconciliation, mais surtout de justice, les rapports mapping du docteur Mukwege. Il faudrait mettre en application tout cela, parce que dans l'impunité, les gens ne peuvent pas conduire. Il faudrait punir tous ces gens qui ont perpétré des bavures et qui continuent à les faire dans notre pays. La position de l'Angola rejoint celle de la communauté d'Afrique de l'Est qui a déployé ses troupes actuellement dans un mode d'observateur de la situation. L'Est de la République démocratique du Congo est régulièrement le théâtre d'affrontements meurtriers. Le sommet des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale s'est tenu ce 17 mars à Yaoundé au Cameroun en présence des 6 chefs d'État des pays membres. Au menu des discussions, les conséquences économiques et financières de l'offensive russe en Ukraine, l'avenir du franc CFA, mais aussi la situation économique de la zone, fortement fragilisée par les conséquences de la pandémie de Covid-19. La rencontre a également été marquée par la fin du mandat du chef de l'État camerounais Paul Biya en tant que président de la CEMAC. Et c'est son homologue centrafricain Faustin Archange Touadéra qui prend la tête de l'organisation. Reportage Séverin Douqueux. Le président de la République centrafricaine, le professeur Faustin Archange Touadéra, préside désormais la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Il succède à ce poste le président Paul Biya, dont le mandat était arrivé à son terme. La passation de témoins s'est faite au terme de la 15e conférence des chefs d'État de la CEMAC, le 17 mars 2023 à Yaoundé au Cameroun. Durant son mandat, le président centrafricain ambitionne de poursuivre les réformes engagées pour le développement de la sous-région et la mise en œuvre des résolutions prises à l'issue des travaux du sommet de Yaoundé.
Mais les priorités ont été définies. C'est-à-dire que, vous savez, au niveau de notre organisation, les décisions sont prises par la conférence des chefs d'État. Donc, des orientations sont déjà données. Les priorités, nous les avons définies ensemble. Et je suis chargé de les mettre en œuvre. Les résolutions sur les réformes économiques et monétaires, et particulièrement en rapport avec le franc CFA, étaient celles les plus attendues à la fin de la 15e conférence des chefs d'État de la CEMAC. Sous le leadership du président Touadéra, la Banque des États de l'Afrique centrale devra pousser davantage de réflexion pour trouver les solutions adéquates à ce problème dont la souveraineté économique et monétaire des États en dépend. Il y a déjà eu une première réflexion sur lesquelles nous avons travaillé hier. Nous avons demandé à nos institutions spécialisées au niveau de la commission de la CEMAC et au niveau aussi de la PEAC de poursuivre les réflexions. Et dans un délai très court, nous reviendrons. Comme le président Touadéra, l'équato-guinéen Balthazar Ngongan Edjo a été désigné pour diriger la commission de la CEMAC en remplacement du Gabonais Daniel Ona Ondo. Orano pourrait commencer à exploiter le gisement d'uranium d'Imouraren au Niger à partir de 2028. Les essais doivent débuter en 2024 près d'Arlit, dans le Sahara, au nord du Niger. C'est l'un des plus grands gisements d'uranium au monde, uranium utilisé au sein des centrales nucléaires. Alors l'annonce de cet agenda a été faite par l'État nigérien et la direction d'Imouraren, co-entreprise du groupe français Orano, anciennement Areva. Cette exploitation d'Imouraren, dont les réserves avoisinent les 200 000 tonnes, aurait dû commencer en 2015, mais la chute des prix de l'uranium sur le marché mondial avait à l'époque entraîné le blocage du projet qui est donc sur le point d'être relancé au Niger, où les craintes environnementales se posent. Des millions de tonnes de déchets partiellement radioactifs issus de 40 ans d'exploitation de l'uranium continuent d'être entreposés à l'air libre, une véritable bombe à retardement pour la santé des habitants et pour l'environnement. Retour maintenant sur la victoire vendredi dernier de l'AS Douanes du Sénégal face au Stade Malien. C'était lors d'une rencontre qui entre dans le cadre de la Basketball Africa League. La 3e édition a démarré le 11 mars dernier à Dakar et se poursuit dans la capitale sénégalaise jusqu'au 21 mars. Au total, ce sont 12 clubs africains qui prennent part à la compétition. Focus sur cette première victoire de l'AS Douanes qui passe de la dernière à la 4e place. Cheikh Omar Kamara. L'AS Douanes du Sénégal a enfin remporté son premier L'AS Douanes du Sénégal a enfin remporté son premier match de la conférence Sahara de la saison 3 de la Basketball Africa League BAL en dominant le Stade malien 74-58 à Dakar Arena. Très attendu pour se relancer dans la compétition après des défaites successives, les Gabalous ont appris de leurs erreurs en dominant logiquement les Maliens dans une salle du Dakar Arena qui a vibré. Porté par l'Américain Marcus Christopher Crawford, auteur d'un bon match avec 21 points, l'équipe sénégalaise se relance dans la course qualificative pour les playoffs. Je veux une équipe où on partage la balle, où on court en transition, où on prend les open shots, ce que nous n'avons pas eu durant ces deux premiers matchs, parce qu'on manquait de connexion des deux côtés du terrain, on ne défendait pas assez bien, on ne courait pas, on ne partageait pas la balle, raison pour laquelle notre repli défensif des fois dernières n'était pas assez bonne par rapport à aujourd'hui. Le Stade malien pourtant a réussi des lancers francs dévastateurs, mais 23 retournements de balles ont rendu la tâche encore plus difficile pour l'équipe basée à Bamako. Jouer contre le pays organisateur, ce n'est pas du tout facile, ça demande beaucoup de courage. On n'a pas été à la hauteur et ça va venir. Dans l'autre match, la championne en titre, l'US Monastir, s'est inclinée ce vendredi 17 mars devant l'Abidjan Basket Club Fighters 90-74. Auteur de 33 points, Amadou Abdoulaye Harouna a été le bourreau des Monastiriens.
Il met fin à l'invincibilité de l'IS Monastir qui n'avait plus perdu depuis la finale de 2021 contre Zamalek. Le Nigérien permet à son club de s'emparer de la deuxième place de la conférence Sahara. Cela fait 12 ans que j'évolue dans le basketball africain. Je n'ai jamais eu l'occasion de battre une équipe tunisienne. C'est une grande victoire pour moi et pour l'équipe. Cette victoire est due à la bonne participation collective. Avec cette victoire, l'AS Douane s'éloigne du bas du tableau de la conférence du Sahara, terminant à la 4e place avec 2 matchs à jouer. Le capitaine Al-Khali Ndour et ses coéquipiers chercheront une nouvelle victoire pour rester dans le top 4. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.